le 19e siècle, au début du 20e siècle, on observe en poésie notamment un renouveau de la foi chrétienne chez Claudel, chez Péguy, Charles Péguy, qui va documenter finalement sa conversion par la poésie. Ça, c'est une certaine partie des cercles poétiques. Il y a une autre partie des cercles poétiques qui est influencée par le cubisme. Là, je parle de Sandrars et je parle d'Apollinaire. Ça part un peu dans tous les sens au XXe siècle. Il y a aussi cette dimension cosmique que l'on trouve chez Saint-John Perse, Reverdy, Supervielle. Ils sont un peu inclassables finalement, mais on retrouve cette espèce de souffle. Chez Valéry, au contraire, on a plus une exigence de l'esprit, de raffinement. La poésie, c'est ce moyen d'accéder à un état supérieur. Quant à Henri Michaud, il remet en question le langage poétique traditionnel, souvent avec humour, une certaine légèreté. Et enfin, il y a, en ce début du XXe siècle, vous voyez, florissant pour la poésie, tout le courant surréaliste et l'engagement politique, précisément, qui le caractérise ou non, suivant les différents membres de ce courant, que sont André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon et Robert Desnos. Il y en a d'autres, évidemment. Ce que vous devez connaître impérativement. Après la Seconde Guerre mondiale, on revient avec Ponge à la matérialité des choses et des mots, donc avec le parti pris des choses, qui est aussi là un ouvrage fondamental. Prévert, lui, préfère une poésie presque orale, presque des chansons, des chansonnettes, alors que René Char est beaucoup plus dans le fragment un peu hermétique, c'est tout le contraire. Et puis il y a cette fameuse négritude avec Senghor, avec Césaire, que vous devez connaître aussi. Voilà. Je terminerai ainsi, mais évidemment l'histoire de la poésie a continué après Senghor et a produit aussi des œuvres que vous pouvez aller voir. Je vais maintenant m'attarder un petit peu plus sur les œuvres au programme en elles-mêmes, en commençant par les tragiques d'Agrippa d'Aubigney. Et je vais simplement... Je profite qu'elle est aux toilettes pour vous lire un passage, parce que je veux impérativement qu'on ait lu au moins quelques passages de chaque œuvre. Et donc, je commencerai par le livre 1 des tragiques. Si quelqu'un veut lire, mais je peux vous faire participer, ça me... Moi, je veux bien. Oui. Très bien. Bon, il y a toutes mes notes dessus, je m'excuse. J'ai juste le réitre, c'est ça? Le rêtre, oui. Voilà. J'ai vu le rêtre noir foudroyer au travers les masures de France et comme une tempête, emporter ce qu'il peut, ravager tout le reste. Cet amas affamé nous fit à Montmoreau faire la nouvelle horreur d'un spectacle nouveau. Nous vîmes sur leurs pas une troupe lassée que la terre portait, de nos pas harassés. Là, de mille maisons, on ne trouva que feu, que charogne, que mort, ou visages affreux. La faim va devant moi, force et que je la suive. Jouis d'un gosier mourant une voix demi-vive. Le cri me sert de guide et fait voir à l'instant d'un homme demi-mort le chef se débattant, qui sur le seuil d'un nuit dissipait sa cervelle. Ce demi-vif, la mort à son secours appelle, de sa mourante voix cet esprit demi-mort disait en son patois, langue de Périgord. Si vous êtes français, français, je vous adjure, donnez secours de mort, c'est l'aide la plus sûre, que
que j'espère de vous, le moyen de guérir. Faites-moi d'un bon coup et promptement mourir. Les reîtres m'ont tué par faute de viande, ne pouvant ni fournir ni ouïr leurs demandes. D'un coup de coutelas, l'un d'eux m'a emporté, ce bras que vous voyez près du lit à côté. J'ai au travers du corps 2 balles de pistolet. Il suivit, en coupant d'un grand vent sa parole, c'est peu de cas encore et de pitié de nous. Ma femme en quelques lieues, grosse et morte de coups. Il y a 4 jours qu'ayant été en fuite, chassés à minuit, sans qu'il nous fût licite de sauver nos enfants liés dans leur berceau, leurs cris nous appelaient, et entre ces bourreaux, pensant les secourir, nous perdîmes la vie. Hélas, si vous avez encore quelque envie de voir plus de malheur, vous verrez là-dedans le massacre piteux de nos petits-enfants. Tu peux t'arrêter sur ça. Après, il y a la description assez terrible de la maison. Voilà, pour vous donner un aperçu de la tonalité un peu générale des tragiques, c'est quand même assez pathétique, etc. Mais c'est très, très beau, j'espère que vous en rendez compte. Le reître, si vous avez besoin d'explications, c'est le reiter, le cavalier, donc le soldat finalement. On peut s'exercer aux commentaires ici pour l'oral. Ce qui est important dans un premier temps, c'est peut-être de voir les 3 temps du texte, ou les différents temps, généralement 3. Ici, on peut voir l'arrivée d'abord du narrateur dans ce village massacré, un village presque fantomatique. Ensuite, la tirade, si j'ose dire, à bout de souffle de la personne qui est en train de mourir blessée. Et enfin, ce portrait de la France qui meurt dans la maison de ce pauvre homme qui se meurt devant le seuil de sa maison. Je ne vais pas vous faire un commentaire complet, bien sûr, mais vous pouvez remarquer déjà, dès le premier vers, le pronom « je », qu'il se faudra interroger. Agrippa d'Aubigné, certes, n'a pas écrit ce texte pour rien, il était lui-même protestant et il défendait la cause huguenote. Néanmoins, le jeu du poète est-il vraiment le jeu d'Agrippa? Est-ce autobiographique? L'enjambement nous amène du premier au deuxième vers, et appuie sur le mot France. J'ai vu le reître noir foudroyer au travers les masures de France, virgule, et comme une tempête, etc. La France tient une part très importante, elle est personnifiée tout au long du poème. Remarquez évidemment toute la belle langue d'Agrippa d'Aubigné, puisque voilà, cet amas affamé nous fit à Montmoreau voir la nouvelle horreur d'un spectacle nouveau, avec une inversion qui donne un rythme certain au vers. Et puis, l'introduction du nous. Nous vînmes sur leurs pas. Tout à coup, le jeu devient un nous, et on voit le narrateur au sein de cette troupe lassée que la terre portait, ne pas harassée, ici tout le registre pathétique, évidemment. Là, de 1000 maisons, on ne trouva que feu, que charogne, que mort, visages affreux. Il faut interroger aussi ces accumulations que vous avez trouvées souvent chez Agrippa d'Aubigné. Ici, je dirais, mon interprétation, c'est qu'il s'approche peu à peu. Il voit les feux de loin, puis la charogne, peut-être même l'odeur, je ne sais pas, puis les morts, puis les visages des morts. La faim va devant moi, il personnifie aussi comme une sorte d'allégorie. Il y a d'abord la faim, ensuite il y a le cri, me sert de guide. Donc on voit toutes ces espèces d'images, un peu de fantômes qui peuplent le texte. Et puis cette répétition du composé demi quelque chose, demi-vive, demi-mort, demi-vif. Qui crée justement cette impression qu'on est entre la vie et la mort, bien sûr.
De la même façon, lorsqu'il disait en son patois l'angle de Périgord, il insiste sur le contexte historique, géographique également, que vous devez un petit peu connaître. Donc, intéressez-vous un peu à l'édit de Nantes, etc., pour avoir les connaissances minimales à ce sujet. Vient ensuite donc cette tirade que j'ai dit à bout de souffle, puis c'est le dernier souffle finalement qui s'exprime ici. Tout d'abord avec une complainte et un appel à l'aide, mais un appel à l'aide qui est paradoxal, c'est aussi un appel à l'euthanasie, si j'ose dire, puisqu'il dit voilà, j'espère de vous le moyen de guérir, faites-moi d'un bon coup et promptement mourir. Suit ensuite le récit du massacre, que je ne détaille pas, puis une pause, il suivit en coupant d'un grand vent sa parole. De la même façon, cette expression de grand vent est très étonnante, il s'agit du silence, et on voit que finalement le paysage et les individus peut-être se mêlent dans un monde où le monde humain, le monde minéral, le monde végétal, etc., sont massacrés, sont dépourvus de vie, voilà, sont imprimés par le sceau de la mort. Enfin, il lui dit d'aller voir dans la maison plus de malheur. Si vous avez encore quelque envie de voir plus de malheur, vous verrez là-dedans le massacre piteux de nos petits-enfants, et on voit que la progression dont je parlais tout à l'heure, donc des feux, etc., jusqu'au cadavre, progresse encore lorsque l'on rentre dans la maison, où là c'est vraiment l'horreur suprême, si je peux dire. Entrer encore plus loin dans l'espace, cela signifie aussi entrer encore plus loin dans le malheur qui est au sens propre la mauvaise fortune. Le terme de fortune et de destin va revenir, vous verrez aussi un dialogue entre la fortune et la vérité, je crois, je ne sais plus exactement, je en reparlerai après. Et enfin, voilà, ce portrait de la France qui meurt, c'est ce qu'il dit, hein, ce corps séché et retrait de la France qui meurt fut un autre portrait. C'est son dernier vers du passage que j'avais écrit. Il voit d'abord cet enfant qui pousse un demi-cri, si je reprends le procédé utilisé par Agrippa d'Aubigné. On ne voit que sa bouche finalement qui a braillé, mais on ne voit que le geste, et on entend encore peut-être l'écho du cri. De la mère, on ne voit que le sacrifice, puisqu'elle est finalement, ce qu'on comprend, c'est que voilà, elle avait les jambes et bras rompus, une amour maternel l'émouvant pour autrui beaucoup plus que pour elle, sans doute tenait-elle un enfant dans ses bras. C'est une hypothèse. Et enfin, cette image du lait mouillé par le sang, ou remplacé même par le sang, reviendra souvent dans le poème. C'est une image que l'on retrouve aussi plus tard dans la poésie romantique, quand on parle, à chaque fois que l'on parle de sang souillé, finalement, on peut aussi faire le parallèle avec le lait de la mère qui nourrit, de la mère patrie, ou de la mère nourricière en tout cas, qui est souillé, et donc qui appelle à la vengeance, et qui provoque, en tout cas, la mort de la génération future. Donc on parlait probablement ici aussi d'une sorte de génocide, évocation d'un génocide. Les problématiques qui sont liées au texte d'Agrippa d'Aubigné, je vous fais part de deux grands axes de lecture. Après, vous pouvez lire évidemment de façon que vous voulez. C'est ça qui est beau en français, c'est que vous avez une certaine liberté. Mais il me semble déjà que vous pouvez vous interroger sur la poésie engagée, sur le fait que Agrippa d'Aubigné a d'abord publié sous anonymat, qu'il l'a publié plusieurs fois de son vivant, et même qu'il a été publié ensuite, après sa mort, et qu'il s'agit là d'une publication qui était risquée. Donc. Pourquoi ? Parce que c'est une publication qui présente de nombreux portraits critiques des puissants, notamment, à peine voilés,
Notamment sous le sceau de l'émasculation. Le thème de la virilité dans les tragiques est un autre thème que vous pouvez étudier. Il parle par exemple de femmes homas et d'hommes femmes au sujet du roi et de la reine. Il parle des mignons du roi également, pour Agrippa Domini, pour la mentalité de l'époque aussi. Le manque de virilité, la carence en virilité, si j'ose dire, est un signe de la faiblesse du pouvoir. Toujours dans cette veine de la poésie engagée, vous pouvez vous interroger sur les rapports entre poésie et contexte historique, contexte de publication. En quoi l'évolution politique est contemporaine à l'évolution de l'individu poète, également, puisqu'on observe notamment un changement d'attitude entre les livres 1 et 2, qui sont à votre